Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait le replay de la vidéo de mon intervention sur le festival en ligne Twin Peaks The Return qui avait été organisé au mois de juin par Lynchland. Donc il y a eu des petits problèmes techniques, il n'y a pas eu de replay disponible, mais donc là du coup c'est l'occasion justement de reposter cette vidéo avec quelques petits ajouts. Donc là on va parler de Twin Peaks, de la saison 4 et de qu'est-ce qui pourrait bien justement... s'il y avait une saison 4, en gros, à quoi elle pourrait bien ressembler hein. Merci, j'ai commandé une tarte à la cerise, merci beaucoup. Ah, il est excellent comme d'habitude. Donc, on va parler justement de qu'est-ce qui pourrait advenir de Twin Peaks si jamais il y avait une saison 4. Mais pour ça, avant, il faut revenir un petit peu en arrière et justement explorer un peu les différentes lignes temporelles de la saison 3 pour voir qu'est-ce qui nous reste en fait au final et qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer dans ce qu'on pourrait imaginer être une saison 4, car vous le savez peut-être, hein, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a des rumeurs très persistantes, comme toujours hein, évidemment, concernant Twin Peaks et cette saison 4 qui devrait selon certains arriver. Personnellement, j'y crois pas trop, mais on va en discuter. Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans le tout premier festival en ligne sur Twin Peaks. Je vais clôturer donc le panel français en vous exposant quelques-unes de mes théories, car pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Guillaume Mathias et j'étais youtubeur et pendant la diffusion de la saison 3 de Twin Peaks sur Canal+, je diffusais tout de suite après donc des vidéos d'analyse et d'explications et de théories. Et certaines de ces théories se sont avérées plutôt justes, et même avec le recul, elles tiennent toujours plutôt la route, et c'est celle-ci que je vais vous exposer, notamment sur les différentes lignes temporelles qu'on peut rencontrer dans la saison 3 de Twin Peaks, car il me semble que ces lignes temporelles sont extrêmement importantes pour comprendre le récit lui-même, au premier degré, parce que avant de pouvoir extrapoler sur les thématiques et sur le sens que peut revêtre donc cette œuvre, il me semble qu'il faut quand même bien comprendre ce qu'a essayé de nous expliquer, nous montrer, nous narrer Mark Frost et David Lynch, parce que l'histoire, elle ne se fait pas au hasard. Je pense que vraiment chaque choix scénaristique a son importance et sa signification, en plus de bien sûr sa symbolique. Comme je n'ai que 20 minutes pour vous exposer tout ça, je vais être assez bref, donc je considère que vous avez tout vu ou tout lu de Twin Peaks, donc du coup je ne vais pas perdre trop de temps en description, hein, donc désolé si ça va un peu trop vite. D'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, même si je n'ai pas le temps d'y répondre maintenant, je pourrais peut-être le faire en faisant une nouvelle vidéo plus tard. N'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller plus loin après avoir vu ma présentation, je vous invite à écouter le podcast que j'ai réalisé l'année dernière pour le Coin Pop qui s'appelle On va parler de Jodie, un décryptage de la saison 3 de Twin Peaks. Donc c'est sur toutes les applications de podcast et sur le flux du Coin Pop. Je ne sais pas vous, mais lors de la diffusion de la saison 3, moi j'avais pas compris pourquoi ni Tammy ni Gordon n'avaient parlé donc du dossier de l'archiviste. Le dossier de l'archiviste, c'était bien sûr le premier livre de Mark Frost, qui était donc bien sûr la compilation de dossiers et d'enquêtes menés par le Major Briggs. En effet, on nous expliquait que ce dossier avait été découvert au début de l'été 2016. Donc vu les événements de la saison 3, normalement Tammy et Gordon auraient dû l'évoquer. En tout cas, c'est ce qui semble logique vu les événements qui ont lieu dans la saison 3. Mais pourtant, dans le deuxième livre de Mark Frost, il nous est expliqué que le dossier de l'archiviste n'a pas été découvert début juillet 2016, mais après les événements de la saison 3. Alors, c'est un peu étrange. Comment ça se fait que dans un livre, on nous dit « voilà, ça a été découvert début juillet », et dans un autre, on nous dit « ça a été découvert après la mi-octobre ». Alors concrètement, est-ce que
C'est d'une incohérence ou est-ce que c'est un véritable indice pour nous expliquer quelque chose? Donc c'est cette question-là que je vais creuser concernant donc les différentes lignes temporelles qui sont peut-être des incohérences, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a une vraie raison derrière, une raison cachée, en tout cas qui donne du sens au récit à de multiples niveaux. Ce qui va m'intéresser ici est de revenir sur ce qui se passe dans les épisodes 17 et 18. En effet, Dale Cooper voyage dans le temps pour retourner en 1989 et empêcher que Laura Palmer ne soit tuée. Il y parvient partiellement car Laura disparaît purement et simplement, et du coup elle sera portée disparue et la ligne temporelle des événements s'en trouvera chamboulée. C'est ce que nous montrait la fin de l'épisode 17. Les événements que nous connaissons, ceux décrits dans les saisons 1 et 2, où Laura est morte, deviendront la version officieuse, d'après la terminologie de Philip Jeffries dans l'épisode 17. Et la nouvelle version des événements deviendra alors la version officielle. Cooper viendra donc enquêter sur la disparition de Laura plutôt que sur son meurtre. Et l'ensemble des événements entre l'ancienne et la nouvelle timeline seront similaires, pour ne pas dire quasiment identiques, d'après ce qu'on en sait en tout cas. Dans les deux versions, Cooper entre dans la Black Lodge et n'en sort que 25 ans plus tard, et que donc la saison 3 se déroulerait peu ou prou de la même façon dans les deux versions. Mais si on nous a expliqué que si Bob cherchait Jodie, comment se fait-il que leurs hôtes, Leland et Sarah, qui furent mariés, alors que Mr. C n'en savait rien, et mettent tout sans dessus-dessous pour la retrouver? C'est bizarre. La fille du Nouveau-Mexique dans l'épisode 8 est Sarah. Sa famille y a vécu avant de vivre à Twin Peaks. C'est ce qu'on apprend dans le livre de Mark Frost. Ça voudrait donc bien dire que Bob était déjà avec Jodie. Ouais, tout ça c'est vraiment un peu compliqué. Mais comme Tammy l'explique bien dans le dossier final de Mark Frost, Judy est en fait le nom d'une ancienne entité démoniaque qui se nourrit de Garmon Bonzia, soit des fortes émotions humaines, et plus encore s'il s'agit de peine et de douleur. Ces êtres apparaissent sous forme de mâle et femelle, Judy indiquant une femelle et Baal, Bob, un mâle. S'ils étaient déjà considérés comme dangereux individuellement, avec un mâle et une femelle qui s'uniraient sur la surface terrestre, les textes anciens clament que le mariage qui en résulterait aboutirait en quelque chose de bien plus mortifère encore. Autrement dit, ça serait la fin du monde. Dans la saison 3, le mauvais Cooper et Bob cherchent à retrouver Jodie pour s'allier à elle. L'orbe Laura a sans doute été une sorte de tampon pour empêcher cette union entre Bob et Jodie. Mais l'explication la plus logique serait que Jodie possède Sarah depuis seulement pas longtemps en fait. Ou plutôt que celle-ci était comme endormie en elle tout ce temps. La bestiole avalée en 1956 par Sarah ne serait alors pas vraiment ou pas directement Jodie, ce serait une sorte de prérequis pour pouvoir être un hôte à venir de Jodie. Pour moi c'est une sorte donc de préalable, car nous voyons Mother dans l'épisode 8 cracher plein d'œufs lorsqu'elle crée ou libère Bob. Du coup je pense que cette bestiole était l'un de ses œufs, resté en hibernation durant presque 12 ans. Un prérequis donc avec des effets secondaires, comme des visions par exemple. Ce qui pourrait expliquer donc le comportement de Sarah dans certains moments des saisons 1 et 2. Cependant, le livre nous amène aussi à penser que certaines scènes que nous voyons avec Sarah dans la saison 3 sont des moments de la version officielle, qui est la deuxième version de la timeline. En effet, nous pouvons imaginer que lorsque Cooper voyage dans le temps pour sauver Laura dans l'épisode 17, Jodie ne s'est pas encore vraiment réveillée, et que c'est peut-être le changement temporel qui la font émerger en Sarah. En tout cas, à la fin de l'épisode 17, Jodie est sans doute en pleine possession de ses moyens à l'intérieur de Sarah et sent que Cooper est en train de réaliser quelque chose dans l'épisode 17, c'est-à-dire aller chercher Laura. Elle sent que Cooper met son plan à exécution. Il part sauver Laura en retournant dans le passé pour enrayer la chaîne des événements dramatiques qui ont découlé de sa mort, mais peut-être pour faire se confronter Laura à Jodie. Ce changement va créer une deuxième ligne temporelle donc qui va permettre à Jodie d'émerger en Sarah. Cette dernière aura donc plus d'un tour dans son sac et ne s'en laissera pas compter. Elle utilisera son pouvoir pour faire disparaître Laura de la réalité de Cooper. Ainsi, la Laura qui était morte disparaissait dans la Black Lodge durant l'épisode 2 en hurlant avant que le rideau ne se lève, révélant la présence d'un cheval et donc de Jodie. Tout cela donc suite à ce qui arrive dans l'épisode 17. Alors, la façon de procéder bien sûr est totalement obscure, mais lors de la disparition de Laura dans le passé, déjà il y a le bruit qui est bien produit par Jodie. C'est même sa signature. Vu que la scène avec Sarah est justement à la suite du sauvetage de Cooper, c'est une bonne indication pour nous faire comprendre que Jodie est bien à l'origine de ce revirement. Suite à l'éclatage du cadre et des gestes bizarres de Sarah sur la photo de reine du bal de Laura, qui ne semble pas s'abîmer, ça ressemble à une sorte de rituel étrange. Et c'est suite à cela que Laura disparaît de la réalité. Elle essaye donc de casser un portrait de Laura qui se trouve sous verre, mais le temps se rembobine sans cesse et nous voyons donc la même boucle de quelques secondes, ce qui rappelle alors la scène où Sarah regardait un match de boxe qui tournait aussi en boucle.
Alors, je ne vais pas chercher ici à vous expliquer la mécanique d'un tel procédé pour extirper Laura de la réalité de Twin Peaks pour la placer dans un autre monde, un autre univers, celui qu'on découvrira dans l'épisode 18, mais on peut déjà y trouver quelques ficelles. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez à quel autre moment un cadre de Laura est brisé durant la série ? Eh bien, dans le célèbre épisode 3 de la saison 1, juste avant que Cooper ne se rêve 25 ans plus tard dans la Black Lodge. Durant une scène où Leland, fou de douleur, danse avec la photo de Laura. Sarah intervient, ils se disputent et le cadre de la photo est brisé. Et c'est un peu comme si cet événement créait une sorte de pont d'environ 25 ans entre le début et la fin de la série. Ce qui est fort à propos étant donné que Cooper voyagera de 2016 à 1989 pour empêcher la mort de Laura, dans les épisodes 17 et 18 de la saison 3, vous ne trouvez pas ? Et pour compléter cette coïncidence heureuse, il y a un autre miroir entre la version de la série des années 1990 et celle des années 2010. En effet, il y a une sorte de parenthèse. Leland et Sarah brisent le cadre, provoquant alors peut-être même le rêve de Cooper, car un tunnel temporel se crée sans doute dans l'épisode 3, et le dernier épisode avant la résolution de l'affaire Palmer, le 15e si on compte les 2 premières saisons comme un ensemble. Ce qui rappelle la parenthèse d'Oogie Jones des épisodes 3 à 15 de la saison 3. C'est vraiment à croire que Lynch et Frost fondent leur récit sur les chiffres, à moins que ce ne soit un simple hasard. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les épisodes 2 et 18, au moment où Laura disparaît, le rideau se lève, comme si une porte était ouverte et que Jodie, symbolisée par un cheval blanc, est présent. Jodie a enlevé Laura de sa réalité pour la placer dans une autre. Dans cet autre univers, Laura devient un autre personnage qui ne se souvient pas de sa vie précédente et s'appelle Carrie Page. Carrie, ou Laura, est dans un univers sans doute régi par Jodie. En effet, dans le dernier épisode de la saison 3, il y a des figurines de cheval un peu partout, mais Carrie Page a aussi un fer à cheval en guise de collier. On sait donc quelque part que Carrie est prisonnière de Jodie, le cheval étant un peu une sorte d'animal totem pour le personnage de Jodie. Ce qui veut dire que durant la version non officielle, la première version des événements, celle où Laura est morte, Jodie est seulement endormie en Laura quelque part. L'union Bob-Jodie n'est alors pas possible. Cette version est l'ensemble des saisons 1 et 2 ainsi que du film, mais aussi une très large partie de la saison 3. Il reste cependant des moments de la saison 3 qui nous montraient déjà des moments de la version officielle, celle où Laura a disparu. C'est une version où Cooper a changé le temps, et c'est ce qui a réveillé Jodie aux alentours du 22 septembre 2016. Les scènes où Sarah est inquiétante se dérouleraient donc déjà dans une version du temps changé. Mais comme Bob n'est sans doute plus là, l'union ne peut pas se faire. Je dis que Bob n'est plus là parce que dans le livre de Mark Frost, l'auteur nous révèle que dans cette version officielle de la timeline, lors de la date anniversaire de la disparition de Laura, le 24 février 1990, Leland Palmer se suicida. Ce qui indique que le double maléfique de Cooper n'aura pas pris sa place dans la Black Lodge, car Bob n'aura pas quitté Leland seulement à ce moment-là, au moment où Cooper est rentré dans la loge. Du coup, Cooper n'est pas confronté à Bob ni à son doppelganger, et du coup, Mr. C ne sortira jamais de la Black Lodge. Cooper sera donc resté tout simplement peinard dans la Black Lodge pendant 25 ans, tandis que pour le monde, il aura tout simplement disparu. En effet, dans la version officielle que nous voyons dans l'épisode 18, il n'est jamais précisé que Cooper doit prendre la place de son double maléfique lorsqu'il sort de la Black Lodge. Il doit juste sortir comme ça parce que son doppelganger n'est jamais sorti à sa place. Et on peut se dire aussi tout ça, notamment parce que Diane est très différente au moment où elle le retrouve. Tout simplement parce que ce n'est pas un tulpa et qu'elle n'est jamais morte, elle n'a jamais été violée par Mr. C qui n'est jamais sorti de la Black Lodge. Qui est ce Billy à qui on a volé sa camionnette ? Qui est ce fameux Billy qui couche avec Audrey ? Alors ça semblait anodin qu'on parle de Billy au détour de conversations au Roadhouse au milieu de plusieurs autres conversations, mais les histoires de Billy revenaient souvent. On sait que la dernière personne à l'avoir vue est une certaine Tina. On sait que la fille de Tina était avec sa mère au moment où Billy fut vu pour la dernière fois. Billy apparaît alors dans le jardin et saute au-dessus d'une clôture, tandis qu'il saigne de la bouche avant de redisparaître. Ce qui est à noter dans le récit raconté par la fille de Tina, mais c'est que celle-ci ne se souvenait plus si son oncle était présent ou pas. Nous avons donc déjà un indice que 2 réalités se chevauchent peut-être, mais qu'on ne s'en souvient plus. Un peu comme lorsque Gordon Cole et Albert se souviennent de la scène avec Philip Jeffries. Ils semblaient l'avoir oublié, car ce moment du temps avait été effacé, était devenu inexistant. Mais l'histoire avec Billy ne s'arrête pas là. Pourquoi le vol du camion de Billy est si important ? Nous avons Richard Horn qui renverse un gamin avec une camionnette dans la partie 6, et nous avons dans la partie 7 le shérif adjoint Andy qui interroge un fermier à propos de cette camionnette, qui ressemble justement à celle qui a renversé le gamin. On dirait vraiment que c'est la même. Du coup, on fait naturellement le rapprochement. La camionnette utilisée par Richard serait celle montrée du doigt par Andy, dans l'épisode 7.
Sauf que cela n'est pas aussi simple, car Andy donne rendez-vous au fameux fermier pour continuer l'interrogatoire à 15h. Du coup, lors du rendez-vous manqué, nous avons un plan où Andy regarde sa montre avec un très gros plan sur la montre, pour bien nous indiquer de quel moment il s'agit. Et il s'agit justement d'un 10. 10 septembre ou 10 octobre ? Le problème, c'est que ça ne peut correspondre à aucun autre événement de la saison 3, qui se déroule du 22 septembre au 2 octobre, à une vache près. Car si on trace le fil des événements, et je l'ai fait, autour du gamin renversé et de tout ce qui tourne autour de Richard, ça ne peut pas cadrer du tout. Bref, rien dans ces scènes dans la partie 7 ne semble logique et cohérente avec le reste. On ne sait pas où placer ces scènes. La saison 3 nous montrait donc déjà très tôt, sans le dire, des scènes et des moments de la version alternée des événements par Cooper dans la partie 17. Donc on nous fait croire que l'histoire avec la camionnette est exactement la même dans les scènes qu'on voit avec Andy et le fermier dans l'épisode 7, avec ce qu'on voit dans l'épisode 6, bien sûr, avec Richard qui renverse l'enfant. Sauf que peut-être c'est des choses radicalement différentes. N'oubliez pas que Lynch et Frost aiment bien brouiller les pistes en faisant plusieurs occurrences qui se ressemblent mais qui sont pourtant très différentes. Souvenez-vous de Mike et Bob dans les premières saisons de Twin Peaks. Il y avait Mike et Bob, les entités démoniaques, mais aussi Bobby Briggs et Mike Nelson. Donc il y a énormément de choses comme ça. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, même si elles ont l'air d'être flagrantes. C'est souvent trompeur. Et je pense que c'est le cas ici aussi. Le clou est enfoncé par plusieurs autres indices extra-diégétiques. La partie 7 avait, à mon sens, vraiment une vocation à nous suggérer qu'il existait plusieurs lignes temporelles, puisqu'à la fin de la partie 7, c'est l'un des rares épisodes à ne pas avoir de concert au Roadhouse, ce qui nous permet de mettre justement le focus sur sa scène finale, où nous voyons justement les figurants qui changent d'un plan à l'autre, juste après l'arrivée d'un personnage joué par le fils de David Lynch et qui demande si personne n'a vu Billy. Avec ce changement de figurant, on peut difficilement imaginer que c'est une erreur de montage, car lorsqu'autant d'éléments nous sont mis sous le nez, pas de générique, le fils de Lynch, l'évocation de Billy, dans le même épisode avec les scènes avec Andy, qui ne cadre avec rien, ça ne peut pas être un hasard. C'est pourquoi je pense que tout ce qui touche à Billy dans la saison 3 fait déjà partie de la version officielle, la version des événements qui a changé, et donc les scènes avec Audrey le sont également. Ce qui rend ça d'autant plus possible qu'elle n'évoque jamais Richard. Car si, dans la version officielle, Mr. C n'est jamais sorti de la Black Lodge, il n'y a pas eu de viol d'Audrey, donc pas de Richard. Donc pas d'accident avec le gamin, et l'histoire de la camionnette est tout autre chose. Donc ce qui arrive à Audrey peut-être, et c'est ce qui est sans doute à l'origine de ses névroses, c'est qu'elle-même ressent peut-être les changements dans sa vie, dans la réalité même, sans pouvoir se les expliquer, ce qui l'amènerait à être régulièrement internée dans des établissements spécialisés, ce que nous voyons en fin de partie 16. Alors je sais ce que vous vous dites. Le monteur Dunwayne Dunham a expliqué dans une interview dans le magazine Blue Rose que la scène avec le fils de Lynch et avec les figurants qui changeaient était involontaire. En tout cas qu'il n'y avait pas vraiment de raison à proprement parler derrière. On ne peut qu'être tenté de le croire évidemment. Mais on peut aussi se dire que Lynch aurait pu lui demander de mettre ce plan sans vraiment lui expliquer le pourquoi du comment. Ou alors c'est vraiment involontaire, et s'il y avait une saison 4, Mark Frost rebondirait dessus de manière opportuniste, puisque tout ceci cadre vraiment trop bien avec le reste. Et en plus de ça, il faut quand même savoir que Sabrina Sutherland a confirmé justement cette théorie il y a peu sur Twitter. Donc effectivement, le fait que le monteur puisse avoir un certain point de vue, ça n'empêche pas que finalement David Lynch se soit saisi de cette opportunité pour faire quelque chose. Parce que je vous rappelle quand même que Bob, s'il existe ce personnage, c'est bien parce qu'à la base, il y avait un assistant décorateur qui était dans le champ et que finalement, cette erreur, entre guillemets, David Lynch s'en est saisi sans vraiment expliquer aux autres pourquoi il le faisait. Et puis ça a donné Bob et donc l'histoire qu'on connaît. Car il n'y a pas que cela pour étayer la théorie des lignes temporelles qui se superposent durant toute la saison. En effet, il y a aussi la scène dans l'épicerie où Sarah panique parce qu'elle trouve que le magasin a changé. Mais c'est sans doute aussi parce que Sarah ressent ce changement temporel effectué par Cooper, de la même manière que les souvenirs se modifient petit à petit, comme indiqué dans le dernier livre de Mark Frost. Le changement temporel se matérialise comme une tache d'huile qui s'étend. Cela peut être de la viande séchée qui change dans un magasin, et que contrairement à ce qu'on a toujours cru savoir, c'est l'inverse qui a toujours été la réalité. Un effet Mandela puissance 1000. Et c'est sans doute ce que ressent Sarah, car Jodie arrive. Et ce qui est sans doute chose faite, puisque sa scène d'après avec Hawk, où l'attitude de Sarah est radicalement différente, c'est peut-être parce qu'elle est habitée à ce moment-là. Jodie est dans la maison, au propre comme au figuré.
Ce qui explique pourquoi des scènes de la Black Lodge sont similaires et différentes dans les épisodes 2 et 18. Des scènes font partie donc d'une timeline en épisode 2 et d'une autre timeline en épisode 18. Cela explique donc le plan mystérieux du siège vide dans l'épisode 18. Laura devrait y être, comme elle l'était dans l'épisode 2. Mais comme le temps a changé, Laura n'est plus morte, alors donc pas présente dans la Black Lodge, puisqu'elle est à Odessa. De la même manière, cela explique qu'il y ait deux versions de la scène avec Leland dans la Black Lodge. Et du coup, si on se place du point de vue de la version officielle, celle où Laura a disparu, la demande de Leland à Cooper pour que ce dernier retrouve Laura prend alors tout son sens. Autant ça pouvait être mystérieux et étrange en épisode 2, autant, sur la fin de la saison, c'est clair. Et enfin, cela explique pourquoi Cooper disparaît dans la première scène post-générique après sa conversation avec le géant, et ce, de la même manière que le cadavre de Laura Palmer dans l'épisode 18. Et surtout, cela explique pourquoi Cooper a à moitié oublié les indications du Fireman dans cette même scène, puisque la saison 3, avec la scène sur Jeffries et le livre de Mark Frost, nous font donc bien comprendre que dès qu'un changement temporel a lieu, la mémoire change, les souvenirs s'oublient, quelque chose est manquant, ce qui est pile l'un des grands thèmes de The Return. Cooper est sans doute sincère donc quand il dit qu'il a bien tout compris sur Richard et Linda. Sauf qu'il a modifié jusqu'à sa propre histoire, et ce moment est devenu inexistant, et il n'en a que des souvenirs partiels, et a oublié sans doute le plus important, ce qui est sans doute ce que lui chuchote Laura dans la version non officielle. Peut-être est-ce le sujet de la 4e page, de Carrie Page elle-même, et qui restera le plus grand mystère de la série, à tout jamais. Et c'est pourquoi la série termine sur cette image en surimpression dans le générique final. Cette information, Cooper en a besoin dans le final, mais ne peut pas s'en souvenir, car elle vient d'un moment qui pourtant n'a jamais existé. Voilà, toute cette démonstration pour vous montrer que dès le début, dans la saison 3 de Twin Peaks, il y avait peut-être deux versions de l'histoire qui nous étaient racontées. Une version où Jodie était présente et une autre version où Bob était présent et cherchait Jodie. Ce qui faisait que les deux ne pouvaient pas se rencontrer puisque chacun existe dans une version différente de l'histoire. Et heureusement d'ailleurs. Donc à la fois la série est montée un peu dans le désordre au niveau chronologiquement, mais en plus de ça, on nous montre bien deux versions de l'histoire sans nous le dire. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir ces petits éléments un peu où on décroche, où on se pose des questions, où on est vraiment baigné dans le mystère dans la série, et que du coup ça nous transforme en enquêteurs nous-mêmes, puisqu'on va devoir justement nous-mêmes rassembler les pièces du puzzle afin de comprendre ce que Lynch et Frost veulent bien nous expliquer. Alors j'espère que je vous ai un peu convaincu et du coup c'est peut-être le moment de parler de cette fameuse saison 4, de ces rumeurs et de qu'est-ce qui pourrait bien arriver dans une saison 4 si elle existait. Mais pour ça, je ne serai pas tout seul. Bonjour. Bonjour Guillaume. Voilà, donc je vous présente Marina. Bonjour Marina. Donc en fait, tu tiens un groupe Facebook sur Twin Peaks depuis quelques années. Depuis 2016, très précisément. J'ai lancé un an avant la saison 3. Parce qu'en fait, je me sentais frustrée de ne pas pouvoir parler de la série avec quelqu'un, parce que personne autour de moi ne regardait Twin Peaks. Donc du coup, je me dis, il faut vraiment que j'en parle. Donc du coup, j'ai lancé le groupe. Il n'y avait aucun groupe Facebook au moment-là pour en parler. Donc je me dis, allez, on va faire Twin Peaks France pour les fans francophones et français. Et voilà, du coup, ça marchait pas mal dès le début. Mon copain, il a commencé à recruter des gens sur des forums et ça a grandi au fur et à mesure. Et puis, quand la saison 3 a démarré, du coup, y a plein de gens qui sont venus en parler. Et... Ouais, d'ailleurs, je pense que j'ai rejoint le groupe à ce moment-là, il me semble. Voilà. Ouais. Je me souviens plus quand exactement, mais c'est pareil. Parce qu'au début, j'étais pas censé faire des vidéos, c'est arrivé un peu par hasard. Et je cherchais quand même des gens avec qui en discuter sur les réseaux sociaux, parce que c'est pareil, dans les forums, c'était un peu mort, quoi. Donc il y avait que sur Facebook où il y avait moyen de faire ça à ce moment-là. Donc du coup, j'étais bien contente de rejoindre ton groupe. Je sais pas du coup si tu l'as rejoint quand t'as fait peut-être ta première vidéo sur Twin Peaks à ce moment-là. Non, je pense que c'était avant quand même. Je pense que c'était avant. Ouais. Je devais lire les commentaires à droite à gauche des gens parce que je voyais des. Justement, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que les gens en pensaient parce que moi j'étais super content. Tu m'étonnes. Je m'y attendais pas d'ailleurs à être aussi content, pour dire la vérité. Je pensais que, je serais déçu, hein, comme beaucoup de. À chaque fois qu'il y a des revivals, en général, c'est décevant.
Et là, ça allait vraiment au-delà de mes espérances, donc j'étais très, très content. Bah après, quand t'as des retours comme ça de séries, après très longtemps, t'as toujours des gens qui vont être déçus. Et puis bon, là, c'était quand même assez particulier. Je veux dire, la saison 3, elle est quand même assez différente des deux premières. Donc après, il y a quand même beaucoup de gens à qui ça a plu. Puis t'as plein de gens qui s'intéressaient pas du tout à Twin Peaks, qui sont venus à ce moment-là, qui ont regardé les premières saisons, qui ont enchaîné avec la troisième et qui... J'ai par exemple mon compagnon, il s'y est mis. Il n'avait pas regardé les 2 premières saisons avant, mais il a regardé la 3, juste la troisième, sans avoir vu les 2 précédentes. Ouais, mais il connaissait un peu, tu vois. Mais... Tu connaissais de nom un petit peu. Mais il savait après que j'étais fan. Mais, donc, parce que toi, comment t'as connu la série, justement comment tu l'as découvert En fait, j'ai connu... je connaissais de nom à cause de Kyle MacLachlan, que je connaissais dans Desperate Housewives. Donc, il disait partout, c'est l'acteur du Twin Peaks. Alors, pour moi, c'était une série policière, je m'y intéressais pas vraiment. Je savais pas qu'il y avait toute une part de surnaturel, et moi je pensais que c'était juste une vieille série policière un peu à l'eau de rose. Et... Il y a un peu de ça quand même, hein, mais je savais pas qu'il y avait une part surnaturelle comme X-Files, un peu dans ce genre-là. Je savais pas d'ailleurs que ça avait inspiré d'autres séries. J'en avais juste vraiment entendu que de nom. Et un jour, je suis tombée à la télé sur... je sais plus si c'était sur Arte ou 13e rue. C'est sur Arte, ils l'ont diffusé peu de temps avant, ouais. Ah non, mais il y a des années, du coup, c'était quand j'étais au lycée, tu vois. C'était 2006, quelque chose comme ça, tu vois. Bon, c'est possible que ce soit sur Arte, parce qu'ils l'ont diffusé plusieurs fois. Après, ce genre de film, parce que du coup, c'était Firewalk With Me, il passait pas sur toutes les chaînes, tu vois. Donc, je crois que ça devait être Arte, quelque chose comme ça. Et j'étais assez curieuse à ce moment-là, tu vois. J'aimais bien regarder des films un peu indépendants, un peu underground. Donc, du coup, Lynch, je crois que je connaissais un peu. J'avais dû voir Elephant Man. Mais les autres films... T'avais pas vu Velvet et tout, ça me disait rien du tout. Tu vois, mais tu les as vus depuis, du coup? Je les ai vus depuis, mais bah, justement, j'ai découvert Firewalk With Me. C'était une claque, tu vois. J'avais jamais vu un film comme ça de toute ma vie, en fait. J'étais agréablement traumatisée après le film, je pensais qu'à ça, et je comprenais rien, hein, parce que j'avais pas vu la série, donc du coup, c'était encore plus énigmatique pour moi. T'as commencé en étant spoilé sur le meurtrier. Ah merde. Et ça, c'est pas grave, ça m'a pas gâché la série, parce qu'elle est tellement différente en même temps, tu vois, de... Non, ça va. Elle est très bonne, il est très bon ce gâteau aux poires. Désolée, fallait que je place ça à un moment. J'ai revu la série en VO. Non, justement, j'ai revu la série en VF, et la première fois que je l'ai regardée, la série, c'était en VF. Et ça m'a pas choquée, en fait. Je comprends pas comment ça n'a pas pu me choquer. T'as une tarte aux cerises, tu vois que c'est bien une tarte aux cerises. Il parle de gâteau aux poires. De gâteau aux poires. Mais en fait, alors moi j'ai essayé de regarder le moins possible parce que c'est une des VF que j'aime le moins. Enfin, mais catastrophique. Je déteste, ouais, elle est vraiment... Je l'ai revue du coup, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas bien traduit, les acteurs sont pas dedans, les acteurs changent tout le temps. Ils changent tout le temps. Ouais, ça va pas. C'est qui? C'est Lucie, je crois, elle a changé 3 fois. Le shérif Truman aussi, il change aussi. Il se retrouve avec la voix de Ross de Friends, ça fait un peu bizarre. C'est une catastrophe, ouais, c'est clair. Alors du coup est-ce que toi t'attends une saison 4 par exemple? Après la fin de la saison 3, ouais. Ouais, sérieux? Vrai, j'étais tellement... Je t'avoue, j'étais un peu déprimée. Je sais pas si c'est ce que tout fan ressent après avoir terminé une saison de Twin Peaks, ou si c'est parce que c'était cette saison-là en particulier, et que cette fin, en fait, elle est tellement... Elle est terrible, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il est encore... Cooper est encore bloqué, en fait, dans un autre monde, et bien, avec Laura, là, ils sont... Je m'attendais pas à ça, une fin si brutale. Alors pourtant, vu la fin de la saison 2, ouais, on pouvait attendre quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'étais tellement mal après, en fait. Comme déprimée, en fait, tu vois. Bah, c'est vrai que... Je sais pas comment j'ai réagi en commentaire, d'ailleurs, dans mon groupe, mais je crois que peut-être les autres ont senti que j'avais eu du mal à... Ouais, c'était mal passé, tu vois. Tu l'as pas bien encaissé, la fin de la série, en fait. Ouais, difficilement, et d'ailleurs, je l'ai revue seulement il y a quelques semaines, en fait. Je l'avais pas revue depuis. Et alors Elle est super. Je l'avais déjà bien aimée, en fait, la première fois. Et la fin, bon, bah, du coup, je savais à quoi m'attendre, vu que je l'avais déjà vue. Mais je l'ai mieux digérée, on va dire. Mais bon, bah, voilà, j'attends une saison 4, j'attends des explications, parce en écoutant des vidéos,
En lisant des théories de plein de fans, en fait, je comprends un peu mieux, parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas. Mais ouais, il y a des trucs qui restent sans explication Et ça t'embête. Ouais, et j'ai pas lu le livre en plus, j'ai pas lu le... Si tu veux des explications... Je crois que je l'avais en français, mais je l'ai en anglais, du coup c'est super long à lire. Ouais, si tu veux des explications, t'inquiète pas, Marc Frost il va t'en donner. Sur justement toutes les questions que tu te poses, hein, notamment, tu me disais avant qu'on commence la vidéo que tu te posais des questions sur Annie. Bon bah c'est bon, tu vas tout savoir, tout ce que tu as besoin de savoir sur Annie. Bien. Sur Audrey, sur tout est expliqué. Alors moi je suis tout à l'inverse, tu vois. Moi j'aime bien justement qu'il y ait du mystère et que les choses soient pas expliquées parce que ça nous permet d'avoir justement une connivence avec le réalisateur et d'essayer de trouver le sens, tu vois, de l'histoire. Et moi c'est ça qui me plaît en fait principalement. Même si effectivement, parce que tu vois par exemple dans Firewalk With Me, il y a des trucs qui sont posés mais qui n'ont pas d'explication. Ouais, à l'époque il n'y en avait pas. Avec la saison 3, ça devient clair. Mais je trouve qu'il y a trop de questionnements en fait. J'ai trop de questionnements et du coup il y a un truc... ouais, il y a... Je sais pas, il manque quelque chose. Je me dis, je sais pas, j'ai beau essayer de comprendre en lisant les explications des gens, mais je sais pas, je me dis peut-être il aurait pu quand même donner plus d'explications par moment en fait, tu vois. Ouais, je pense que ça n'intéresse pas de donner des explications. Ouais, tu vas croire là que j'ai détesté la saison 3, mais en vérité je l'ai vraiment adorée, tu vois. Moi je la trouve très différente des 2 premières saisons. Ouais, elle l'est, hein. C'est pas du tout la même ambiance, même si les 2 premières saisons, elles avaient leur scène un peu hyper mystérieuse, hyper glauque, très sombre. Bon, la saison 3, je l'ai vraiment trouvée sombre tout du long. Il y a moins de passages comiques, donc du coup, ça crée totalement... Il y en a, ouais. Et c'est ça que j'ai adoré justement avec le personnage de Doogie, en fait. C'est les situations, des fois, dans lesquelles il est, c'est juste énorme, là, quand il est coincé dans l'ascenseur, là, dans les portes. Il y a il est super émouvant en plus ce personnage, je l'ai adoré et, en revoyant la saison 3, mais je me dis mais il est vraiment fantastique ce personnage, c'est une des meilleures créations de Lynch en fait, tu vois, et de Frost, parce que je pense qu'il n'est pas tout seul non plus à l'avoir créé. Surtout c'est une idée de Frost à la base, voilà. Si je me trompe pas. Il est vraiment génial. J'ai adoré, c'est incroyable, Kyle MacLachlan, je sais que ça se prononce pas comme ça. Si, ça se prononce comme ça. Je crois que c'est Kyle MacLachlan, un truc comme ça. Bon, moi je dis MacLachlan parce que c'est marrant. En France en tout cas nous on dit Kyle MacLachlan. Alors, et c'est que Metchenamick apparemment ça se prononce pas comme ça aussi. C'est pas Metchen, c'est Maxen ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. C'est elle qui l'a dit, sur son compte Instagram, j'avais vu ça, mais Metchen pour moi ça veut dire je sais plus, mademoiselle en allemand, un truc comme ça. Je crois, ouais. Et je me dis mais ah ouais, bon, tant pis, ça restera Metchen, ça a pas l'air de lui plaire, moi je m'en fous, j'aime trop, tu vois. Bah oui, alors nous on est en France, faut pas nous en demander trop les prononciations des prénoms. Des fois ils font pas mieux de leur côté. Oui, voilà, donc c'est bon, chacun son tour, c'est clair, t'as raison. Donc du coup, attends, je disais quoi encore Kyle MacLachlan, c'est incroyable en fait à quel point, comme il peut changer entre Doogie et Mr. C, là, c'est incroyable. Il fait carrément 4 rôles dans la saison 3 en fait. Donc, c'est ça qui est dingue, il est vraiment trop fort et tu sais, tu cherches pas à comprendre, tu te dis ça c'est Doogie, ça c'est Bad Couple. Ça fait même 5 rôles quelque part, parce que t'as le vrai Doogie. Ouais, Doogie. Doogie, Dale qui devient Doogie, voilà. Mr. C, Dale Cooper, et puis le Dale Cooper de la fin qui est un peu différent quand même. Qui est presque Richard, quoi, presque un autre personnage. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, il fait 5 rôles quand même en 18 épisodes, ouais. Et ça m'a complètement bluffé, quoi. Alors, donc, du coup, moi, je te propose ma petite fanfiction de la saison 4, parce qu'en fait, donc, on a passé en revue les différentes lignes temporelles. J'ai déjà parlé beaucoup du Troisième Monde, ce que j'imagine être complètement différent donc, de la ligne temporelle changée. Donc, si jamais on devait retourner à une saison 4, alors je dis ça parce qu'effectivement, il y a des rumeurs. Là, en ce moment, il y a un tournage à North Bend et en Snoqualmie. Donc, du coup, l'endroit où était tourné Twin Peaks. Donc, pour les gens, c'est Twin Peaks, en fait, là-bas. Il y a un tournage qui se fait là-bas. On ne sait pas du tout si c'est en rapport avec le nouveau projet de David Lynch qui se fait attendre, soit qui s'appelle Wisteria, soit qui s'appelle Unrecorded Night, donc Nuit non enregistrée.
Bah, en fait, on n'en sait rien du tout de ce projet-là. Et donc, si jamais il y a un tournage qui se fait dans les alentours des tournages de Twin Peaks, des lieux de tournage de Twin Peaks, forcément, on se dit ça. Pourtant, rien ne l'indique. Alors, si ce n'est qu'effectivement, il y a quelques personnes sur Internet, notamment sur Twitter, qui déclarent avoir vu Sabrina Sutherland sur place. Sabrina Sutherland, qui est la productrice qui a travaillé notamment avec David Lynch sur Twin Peaks The Return. Donc voilà, est-ce que c'est des rumeurs? Parce que bon, moi aussi, je peux dire que j'ai vu David Lynch sur Twitter là-bas, même si j'y étais pas, je peux aussi raconter des conneries, on n'en sait rien en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs et d'informations qui soufflent le chaud et le froid sur Internet. Puis les acteurs, tout ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, en fait, c'est beaucoup d'indices. Ouais, mais tu peux dire c'est aussi un effet d'opportunité. Je suis un acteur, j'ai besoin de travailler, je me rappelle au bon souvenir de David Lynch pour son projet, et je tweete des glycines, quoi, par rapport à son projet. Tu penses que c'est ça, toi? Bah oui, je pense. Peut-être que certains sont dans le coup de son nouveau projet, qui n'aurait aucun rapport avec Twin Peaks. Et d'ailleurs, oui, je pense que des personnes, enfin, je dirais, comme il utilise régulièrement les mêmes acteurs et actrices dans ses différents projets, oui, c'est pas impossible que le cast de Twin Peaks se retrouve dans son nouveau projet et que ça s'arrête là. Ça veut pas dire pour autant que ça a un rapport avec Twin Peaks. Donc voilà, on n'en sait rien. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien. C'est possible, ça me paraît peu probable, mais c'est pas impossible, c'est vrai. Ça me paraîtrait quand même étrange que David Lynch fasse un Twin Peaks sans Mark Frost, même si, si on s'en souvient bien, Fire Walk With Me, c'était déjà un Twin Peaks sans Mark Frost. Donc, mais pour un film, quoi. Voilà, pour un film. Non, mais même, il pourrait très bien faire une série, une saison, ou quelque chose. Moi, t'as pas parlé d'une question de droit il y a des histoires de droit, justement, mais le problème, c'est que nous, on n'est pas juristes. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les contrats. On ne sait pas, peut-être que Mark Frost, il laisse la main à David Lynch. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pourrait... Si jamais, imaginons, c'est le cas, qu'il y ait une saison 4 sans Mark Frost, peut-être que Mark Frost, il a dit à David Lynch, ouais, écoute, vu comme t'as pas trop été dans la direction qu'on avait écrit ensemble dans cette saison 3, parce qu'au niveau de la réalisation et du montage, tu t'en es quand même écarté, peut-être que pour la saison 4, je te laisse faire. Je te dis, vas-y, roule, mon pote. Hein. Comme il l'a fait avec le film. Parce qu'à la base, Mark Frost, lui, il voulait faire une suite à la série, il voulait pas faire une préquelle. Donc, c'est David Lynch qui a gardé la main là-dessus. Peut-être que on pourrait dans un cas de figure comme ça. Ça veut pas dire qu'il touche... J'ai imaginé ça, je t'avoue. À un moment, j'y ai pensé. Je me dis, c'est peut-être quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas impossible. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien. Moi, j'imagine quand même plutôt un nouveau projet qui n'a rien à voir avec Twin Peaks, et que s'il y avait un rapport avec Twin Peaks, ça serait une sorte de spin-off déguisé. Qui se passerait dans ce que j'appelle le troisième monde, donc c'est-à-dire ce qu'on voit dans le dernier épisode de la saison 3, mais donc Dale Cooper, c'est plus Dale Cooper, c'est Richard, Laura Palmer, c'est plus Laura Palmer, c'est Carrie Page, etc. Puis il pourrait même encore changer de prénom, hein, pourquoi pas, et faire réintervenir tous les personnages, en tout cas tous les acteurs de Twin Peaks, dans des nouveaux rôles qui n'auraient complètement aucun rapport avec Twin Peaks. Mais ceci dit, moi, quand même, avant toutes ces rumeurs, l'année dernière, j'avais déjà écrit, parce qu'en fait, je voulais faire une série de vidéos, puis finalement, j'ai pas le temps. Alors, je fais ça maintenant. Je me suis fait une petite fanfiction dans ma tête de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour une saison 4 de Twin Peaks. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Donc, pour moi, je me dis, comme beaucoup de personnes ont déploré un changement d'ambiance radical, pour troller les gens à l'inverse, je reviendrai à une ambiance vraiment des 2 premières saisons au début. Justement pour dire, ok, vous vouliez ça, on va vous le donner, mais vous attendez pas à ce que ça se passe bien quand même. Tu vois ? Et du coup, ça serait même surprenant, parce que du coup, comme on connaît David Lynch, le film Fire Walk With Me, Twin Peaks The Return et puis ces autres films, on s'attendrait pas du tout à revenir à une ambiance vraiment... Donc tu penses, toi, que ce serait plus similaire aux 2 premières saisons, pour les mais premiers pas du épisodes. tout dans son style comme il fait dans ses films. Tout à fait, ouais. Pour les premiers épisodes, en tout cas, je verrais un truc comme ça serait un contre-pied, en fait. Et puis il dérive peu à peu, c'est ça, c'est ça, un truc complètement chelou. Ok. Et du coup... Bon, alors moi, je suis dans une configuration où j'imagine quand même que Frost et Lynch travaillent ensemble. Et bien sûr, on repartirait des éléments des livres de Mark Frost, parce qu'en général, c'est
grosso modo, de ce qu'on peut comprendre, c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire que Mark Frost et David Lynch, ils posent les idées de base sur la table. C'est suivi au début, et puis après, David Lynch s'en éloigne au fur et à mesure de la réalisation et du montage. Mais quand même, donc du coup, si on partait sur une saison 4, on pourrait très bien imaginer que les éléments des livres de Mark Frost deviendraient canon à l'écran. C'est ce que je me dis. Alors du coup, on se retrouverait dans cette timeline alternée, donc on ne serait pas dans le troisième monde, on serait dans une suite d'événements où Laura Palmer n'a pas été assassinée, mais a disparu. Elle est disparue en 1990, en 1989, et depuis la suite des événements qu'on imagine depuis la fin de la saison 3, quand Dale Cooper change le temps, ben voilà, c'est ça qu'on serait là-dedans. Ça veut dire qu'en gros, les événements des 2 premières saisons se seraient déroulés, mais peu ou prou de la même façon. J'aime bien cette idée. Moi, je trouve que ça serait vachement une bonne idée, parce que ça permettrait, en fait, de prendre et de garder ce que tu as envie de garder en tant que scénariste et de virer le reste. Par exemple, les personnages qui sont morts dans les 2 premières saisons, ils reviennent parce qu'ils sont pas morts, en fait. Tu vois ? Je pense notamment à Leo Johnson. Leo Johnson, parce que tu t'es un peu habillé en Shelley Johnson, donc on peut dire un peu ton ex. Ouais, super. Je préfère Bobby, moi. Oui, c'est clair. En ex, tu préfères Bobby, ouais, je comprends, c'est clair. Et c'est vrai qu'elle est encore avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais non, mais justement, ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est que cette scène-là, en particulier, on ne sait pas, on peut très bien imaginer qu'elle est dans la nouvelle ligne temporelle, qu'on verrait dans la saison 4. Donc ça veut dire que cette intrigue entre Bobby qui perd Shelley, etc., parce qu'elle va encore avec un mauvais garçon, ça pourrait très bien être le cas dans la saison 4. Ou pas. On ne sait pas, tu vois. Parce que comme on n'est pas sûr à 100% que cette scène-là, elle pourrait être dans la ligne temporelle où Laura est morte, parce que finalement rien n'indique que c'est le cas. En fait, toute l'histoire avec Steven... Et la fille de Bobby et Shelley, on pourrait très bien imaginer un truc similaire, mais différent. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu peux vraiment faire tout, c'est un multivers, quoi. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, ce que j'imagine, c'est qu'on se retrouve dans cette timeline alternée, des personnages, Ed et Norma, ils sont partis en voyage de noces à Florence et ils ne sont plus jamais revenus. Donc comme ça, il y a des personnages pour expliquer la disparition des acteurs. Pour justifier la disparition des personnages, voilà, tu peux imaginer des trucs comme ça, quoi. Et moi, je reviendrai 5 ans plus tard, en fait, donc maintenant, quoi, parce que ça fait quand même 5 ans que... Normalement, l'histoire, elle est censée se passer en 2016, donc 2021. Ouais, donc il y aurait un indice sur la disparition de Steven, donc Steven qui serait mort dans la saison 3, donc on imagine qu'il se suicide, tu sais, donc avec sa petite copine qui est... dans la forêt, là. Dans la forêt, là, avec la sœur de Donna. En fait, et il y aurait quelque chose qui explique son geste dans la 4e page du journal de Laura Palmer, qu'on retrouverait à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc après, bon, je ne vais pas écrire tout le scénario, hein, je donne juste des idées comme ça. Donc, et en fait, en même temps, on retrouverait un cadavre en forêt, parce que bon, il faut toujours commencer par un cadavre, hein, c'est toujours bien, et ce cadavre se trouverait au même endroit où Steven se serait suicidé en forêt. Donc on partirait là-dessus, et Bobby Briggs qui est devenu le nouveau shérif de Twin Peaks, parce que bon, Hawk aussi est parti, tout le monde est parti, tous les vieux sont partis à la retraite, hein. Il faut quand même à un moment donné, les gars, on vous aime bien, mais quand même il faut laisser la place aux jeunes. À ce moment-là, donc Bobby pourrait demander très bien de l'aide au FBI dans cette affaire, directement à Gordon Cole, qui lui enverrait Tammy. Parce que bon, voilà, c'est aussi elle a sa place, ouais. Elle a sa place là-dedans, elle a eu un petit rôle dans la saison 3. Dans les bouquins. Dans les livres surtout, donc c'est pour ça que je disais, si jamais on part sur la base des livres de Mark Frost, ça serait pas mal d'utiliser Tammy comme un peu le personnage référent, le nouveau personnage référent pour le spectateur dans l'univers de Twin Peaks, en l'absence de Dale Cooper. Alors du coup, j'en profiterai aussi pour dire que Albert ne vient pas, parce que lui aussi il est en lune de miel avec sa chérie, qu'il est la médecin légiste avec qui il flirte dans la saison 3. Donc voilà, ça permettrait d'expliquer la disparition malheureusement de Miguel Ferrer. Oui. Donc du coup, moi je parlais de personnages justement qui étaient morts dans les 2 premières saisons, qui seraient vivants. Moi j'imaginerais bien que Leo Johnson justement donc serait vivant et qui cherche par contre à se racheter auprès d'un groupe de contrôle de soi, tu vois, pour apprendre à gérer sa colère. Et du coup, je pense que ça pourrait être un élément comique intéressant pour cette nouvelle saison. Parce que Léo...
Du coup, vu que j'ai pas lu le dernier ouvrage, Oui. on sait ce qu'il est devenu. On alors. sait ce qu'il est devenu dans le livre de Mark Frost, on sait qu'il est mort en fait. Parce que moi, vraiment, j'avais lu quelque part comme quoi il était mort. Là. Et il est mort, oui, il Ouais. est mort. Donc, il y a en gros une sorte mais de il est pas mort. résurrection. Mais il est pas mort à cause de l'araignée. En fait, ça serait Mr. C qui l'aurait buté avec un gun. On sait pas exactement pourquoi ni comment, mais voilà. Tiens, j'ai une petite anecdote à te raconter, j'en vas-y. profite, ça tombe bien. Toi qui aimes bien briser le 4e mur, ce genre de choses. Il y a plusieurs années, tu vois, je me rematais Twin Peaks, donc les 2 premières saisons. J'étais sur mon canapé, devant ma télé, et il y avait cette scène-là avec Léo et les araignées, tu vois, au-dessus de sa tête. Et à ce moment-là, de derrière ma télé est sorti un magnifique spécimen, tu vois. Un truc, mais énorme. Et là, je me suis dit, ça va pas, tu vois. Elle vient de sortir de la télé. Et j'en avais pas vu depuis des années, des araignées, tu vois. Il a fallu qu'elle sorte à ce moment-là, à ce moment précis. Et ça m'a marqué, du coup, quand je revois cette scène-là, je suis pas à l'aise. Je me dis, il y a encore une araignée qui va sortir de ma télé, tu vois. On sait jamais, hein, c'est clair. Mais là, on brise totalement le 4e mur, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. Donc du coup, heureusement que c'est pas Léo Johnson qui est sorti de ta télé. Ça aurait été pire, je pense. À propos de Shelly, on pourrait imaginer qu'elle vit avec sa fille. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie. Elles seraient donc toutes les deux toutes seules, parce qu'en fait, toutes les deux, elles en ont marre des mecs. Tu vois ? Donc c'est normal, voilà, elles décident d'être un peu toutes les deux, mère-fille, c'est sympa. Parce qu'en fait, il y aurait quand même Red, donc le trafiquant de drogue de la saison 3, qui commencerait à lui tourner autour, tu vois. Parce que ça se serait pas forcément bien passé entre eux. Donc t'imagines que bon, bah, le mec, voilà, on retourne toujours dans les mêmes schémas. Ah oui, et en fait, le cadavre qu'on a retrouvé dans la forêt, j'ai oublié de préciser que pour moi, ça serait Sarah Palmer, en fait. Sarah Palmer. Ouais, on pourrait imaginer que, du coup, on pourrait garder le caractère insaisissable de Jodie, parce que si Sarah Palmer n'est plus, où est Jodie, quoi. Et du coup, ça permettrait de relancer l'intrigue et justement de garder encore une aura de mystère et de se dire, oh là là, où est le danger ? Tu penses, en fait, du coup, si je comprends bien, tu dis, du coup, elle aurait laissé tomber Sarah Palmer ? Oui, et puis tout à fait. Comme serait Bob morte, quoi. fait, par exemple, tu vois. Ouais, Il passe aussi de corps en corps, on pourrait très bien imaginer que Jodie fasse pareil. Donc ça serait... Ah, ça serait tellement glauque, Sarah Palmer, Ah, comme bah, ça, c'est son clair, tu cadavre dis dans la forêt. pauvre, Déjà, elle a- tu sais, au naturel vivante, elle est Elle a pas eu pas de bol. rassurante. Alors là, Ouais, c'est clair, elle a vraiment pas eu de bol. Alors, à propos des personnages qui reviendraient, en saison 3, moi je verrais, qui étaient absents de la saison 3, moi je verrais bien Catherine Martel revenir en oui. tant que vieille personne dans un EHPAD maltraitée par son personnel soignant. Donc il y aurait une histoire de karma un petit peu quand même là-dedans. Ça pourrait être intéressant rien que de la voir quand même, rien qu'une petite scène, même si elle sert à rien, comme David Lynch l'a fait souvent. Souvent il y a des Elle scènes. espérait en plus revenir dans la Oui, série, elle. Hein. bah, moi aussi d'ailleurs, parce que Moi aussi, c'est un de mes personnages préférés. Qu'est-ce que j'avais imaginé aussi ? Donc Andy et Lucy sont fidèles à eux-mêmes et qui prépareront donc leur départ à la retraite. Et Dick pourrait leur préparer une fête pour l'occasion, parce que c'est vrai que moi, Dick Tremaine, moi il m'a manqué, parce que j'adore ce personnage aussi, il me fait beaucoup rire. On aurait les frères Mitchum qui reviendraient. Ah oui, ils étaient Parce que, excellents aussi. sauf que dans la ligne temporelle alternée, ils sont jamais venus à Twin Peaks. Bah oui. Donc là, du coup, ils viendraient. Ils viendraient pour faire affaire avec les Horns, en fait, pour leur racheter des trucs. Et là, on repart dans une autre intrigue. Là, tu vois, on est vraiment dans les chaussons des 2 premières saisons, qu'on retourne vraiment dans cette ambiance-là. Ce qui serait pas mal, parce que ouais, on aurait quand même toujours ce malaise en fond, en se disant que c'est pas normal de revenir à cette joie de vivre, cette ambiance un peu colorée, un peu bizarre, alors qu'on a vécu des trucs super glauques juste avant. Et à propos de retour de personnages, moi je verrais bien Jenny E, qui serait du coup célibataire et sans enfant, forcément, puisqu'il n'y aura pas eu de Tulpa, il n'y aura pas eu de Dougie Jones, donc du coup elle serait sans enfant. Et comme elle est quand même la sœur de Diane, ouais. Oui, c'est vrai. En fait, j'avais zappé ça aussi. En fait, elle a découvert que sa demi-sœur Diane, qui adore et qui a disparu aussi il y a 5 ans. Et parce qu'en fait, si on se remet dans les trucs dans l'ordre, Dale Cooper, il fait quoi ? Il change la ligne temporelle, il sort de la Black Lodge, donc tout a changé, il sort de la Black Lodge, et dans cette ligne temporelle dont on est en train de parler, pour cette hypothétique saison 4, Dale Cooper et Diane ont disparu puisqu'ils sont partis dans le 3e monde.
Ah oui, elle aussi, elle est sortie... Ah oui, ils sont sortis, ils sont ailleurs, ils sont pas dans la ligne temporelle qui a été modifiée, ils sont complètement ailleurs. Donc du coup, Diane Elle a pas de sœur. a disparu à Twin Peaks, et donc du coup, on peut très bien imaginer que Jenny, c'est pareil, elle fait un pèlerinage tous les ans, elle va à Twin Peaks pour voir si elle peut pas trouver des traces de sa demi-sœur. On sait jamais. Et on aurait toujours donc Audrey qui fait des crises. Parce qu'en fait, c'est pareil, moi j'imagine qu'Audrey, dans les scènes qu'on voit dans la saison 3, pour moi, elle est déjà dans cette ligne temporelle, parce qu'elle sent le changement, le glissement des trucs, et elle comprend pas... Tu vois, genre, elle aurait dû donner naissance à Richard, il n'y a pas de Richard là, à ce moment-là, dans cette ligne temporelle. Mais pourquoi elle est toujours mariée à Charlie? Tu vois, ça serait bizarre d'imaginer tout ça, et donc du coup, Audrey Horne pourrait être le centre de la saison 4, en fait, puisqu'elle sent un peu ces différents changements. Et puis elle était assez absente de la saison 3, on l'attendait, on disait qu'est-ce qu'elle fait. Et surtout, elle est le pas... truc qui est important et qui, du coup, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de toutes ces théories sur Billy précédemment, c'est que comme Audrey est liée à Billy, au personnage de Billy qui a disparu lui aussi, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont disparu. Billy, pour moi, c'est son chéri de la saison 2. Ah, Billy Zane. Ouais, bah oui, pour moi, c'était évident que c'était lui. Ah bah... Puis après, on le voit, on voit c'est qui, hein, non? Non, on voit pas, on sait pas. Il y a un gars à un moment, on croit que c'est lui. Le doute est permis, en tout cas, on sait pas. Mais pour moi, c'est lui, ça. Non, pour moi, c'est le fermier. Non, parce que c'est le nom de l'acteur, c'est Billy Zane. Il s'appelle Justice Wheeler. Ah oui. C'est Justice Wheeler, son nom. C'est pas grave, pour moi, ça reste Billy. Tu peux imaginer que c'est... Mais là, en fait, du coup, on chercherait ce Billy, et effectivement, donc, les différents indices de changement temporel qu'il y a eu dans la saison 3 trouveraient encore plus leur justification dans cette saison 4. Et du coup, ça permettrait de relier... On pourrait aussi imaginer que ça relie la mort de Sarah et la disparition de Billy, et la scène du camion qu'on voit avec Andy qui interroge le fermier, justement, dans l'épisode 7 de la saison 3. Voilà, donc voilà, c'est ça un peu mes idées, un peu ma fanfiction de fan. Si j'étais Mark Frost et David Lynch, qu'est-ce que je ferais? Voilà, c'est ça en fait. Moi, j'aime bien. Justement, je me disais, j'aimerais bien en fait, tu sais, vu qu'on a eu les 2 premières saisons dans cette ambiance-là. Après le film, rien à voir, beaucoup plus sombre. Une 3e saison, pareil, très sombre. Bon, un peu moins délirante, quand même délirante. Il y a quand même des scènes assez délirantes, tu vois, mais ça reste quand même une atmosphère assez pesante. Repartir sur quelque chose de plus léger, je veux dire, avec une saison 4, mais après, ça pourrait être pas mal. Au début, parce qu'après, moi, j'imagine bien que petit à petit, lentement, ça partirait en couille. Et après, il faudrait bien retrouver Dale Cooper, Richard, tu vois, et Diane, Linda, où est-ce qu'ils sont dans le 3e monde? Est-ce qu'ils regardent la télévision? Est-ce qu'ils regardent Twin Peaks? On ne sait pas, tu vois. Alors, moi, ce que j'ai posé là, c'est grosso modo, c'est le premier épisode d'une saison 4 hypothétique, et après, le reste, je ne sais pas. Je ne suis pas David Lynch quand même, faut pas déconner. Faut voir s'il veut plaire à l'audimat, au plus grand nombre, ou s'il veut encore refaire ses trucs à lui. Il veut pas plaire, lui, il fait ce qu'il a à faire. Ouais, bah oui. Après, les gens, ils suivent ou ils suivent pas, quoi. C'est ça. Mais bon, voilà. Mais entre le fait d'avoir un nouveau projet qui n'a rien à voir avec Twin Peaks et ce que je viens de décrire, je préférais quand même que ce soit un nouveau projet. Parce que je pense quand même que ça serait plus dans le sympathique. style Mulholland Drive, alors. Moi, je verrais plus quelque chose qui se rapproche de Mulholland Drive, mais qui soit complètement, bien sûr, une nouvelle intrigue, quoi. Et ça n'empêcherait pas de retrouver tous ces acteurs de Twin Peaks qu'on adore, et que lui aussi ils adorent, parce qu'ils ont une vraie relation, tous. Donc, pourquoi pas? Ça serait intéressant. Dans des rôles totalement différents. Dans des rôles totalement différents. On pourrait bien imaginer Naomi Watts et Laura Dern comme les personnages principaux, tu vois. Et puis Kel MacLachlan, il aura peut-être juste un petit rôle. Voilà. Il en a fait beaucoup aussi pour la saison 3 avec tous ces personnages, donc en même temps, il faut le laisser un peu souffler. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, il a du boulot, il a d'autres trucs à faire, il est sur d'autres séries, d'autres projets. Voilà, avant qu'on termine, est-ce que tu as des choses que tu aimerais dire, à rajouter? Moi, après, par rapport à la saison 4, moi, je verrais bien ça un peu dans le style rêve, comme dans la première partie de Mulholland Drive. Après, le réveil avec ce genre de choses. Parce que le titre est... je sais pas s'il va garder ce titre-là, Wisteria. On sait pas si ça sera Wisteria ou si ça sera Uncounted Night. Mais pour moi, je sais pas, ça rappelle quelque chose de fleuri, de beau, un peu, ouais, l'idée, tu sais, d'un beau rêve comme ça, dans une ville, un peu, je sais pas si ça va être Los Angeles ou...
Bah, a priori, ouais, Mais- et souvent, il associe donc les glycines donc à Los Angeles. Voilà. Et effectivement, Mulholland Drive, il l'a super bien géré, super bien mis en scène, donc ça serait pas mal, quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup quelque chose comme ça, en fait. J'aime tellement Mulholland Drive en même temps. Une série complète. Puis ça devait être une série aussi à Oui, la ça base. devait être une donc, série à la base, ouais. ça serait Ça parfait. devait être une série spin-off de Twin Peaks. À En la plus. base. Voilà. Avec Alors, Audrey il va Horne repiocher en- les acteurs de Twin Peaks et puis les mettre dedans et faire un truc. Voilà, ça serait pas mal. Voilà, bah, en tout cas, si vous avez d'autres idées, ou en tout cas, bah, si ce qu'on vous a raconté, ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et puis, bah, d'ici là, on verra bien si on refera des autres vidéos sur Twin Peaks, parce que pour le moment, c'est plutôt au point mort. Salut tout le monde!